Ces traitements antiépileptiques, comment ils agissent? Tout à l'heure, on a parlé de l'hyperstimulation glutamatergique, l'inhibition, le déficit GABAergique et les canaux ioniques. Chaque traitement antiépileptique, il a un ou plusieurs modes d'action. Et ce mode d'action, il ne permet jamais ou il n'intervient jamais dans le choix du traitement antiépileptique. C'est important. Donc ça, on vous le met pour comprendre. Mais on ne l'exploite jamais pour choisir un traitement antiépileptique. D'accord? Donc par exemple, vous avez des traitements, on prendra l'exemple du phénobarbitane, du topiramate, ce sont des traitements antiépileptiques qui vont se fixer sur les récepteurs GABA et qui vont renforcer, c'est comme des agonistes GABAergiques qui, une fois ils ont fixé, ils vont exercer l'effet du GABA. Donc ils vont renforcer l'effet inhibiteur. Le vigabatran et ce médicament-là, il va inhiber les enzymes qui permettent finalement la dégradation du GABA au niveau de la fente synaptique. On a par exemple la thiagabine, c'est un médicament qui va permettre d'inhiber la recapture du GABA. Le GABA au niveau de la fente synaptique, une fois il est exercé, il exerce son effet, soit qu'il est dégradé, soit qu'il est recapté par l'extrémité présynaptique. Le fait de donner cette molécule-là, ça permet d'éliminer ou de bloquer le passage ou la recapture, ça permet de prolonger l'effet du GABA. Par le même raisonnement, on peut donner soit le gabapentin, c'est un médicament qui va empêcher l'entrée du calcium. Une fois que vous avez une insuffisance de calcium, vous avez, dans le cours de physiologie, on vous a parlé du calcium, au niveau de la fente, au niveau de l'extrémité présynaptique, l'arrivée d'un potentiel d'action, il va activer les canaux calcium voltage dépendant, entrée du calcium, sécrétion du glutamate. Le fait que vous donnez ce médicament-là va bloquer le canal calcium, donc il n'y aura pas de dépolarisation. La même chose, le sodium, il est très important pour la dépolarisation. Vous avez un potentiel d'action qui se prolonge, qui se propage. Les canaux sodium voltage dépendants, ils sont importants pour la dépolarisation. Donc on peut les bloquer soit par le valproate de sodium, par le lamotrigine, par le topiramate. Donc la connaissance du traitement ou du mécanisme d'action, il est importante. Ça permet d'exploiter nos connaissances en physiologie, de comprendre pourquoi et comment le médicament il agit, mais ça n'influence pas notre choix thérapeutique. Donc regardez, vous avez des traitements antiépileptiques qui vont bloquer les canaux sodium, notamment la carbamazépine, la phénitoïne, l'oxcarbamazépine et la phosphonétoïne. Vous avez des antiépileptiques qui vont bloquer les canaux calciques, c'est le torsexumide qui est très efficace dans les épilepsies absentes. Vous avez des médicaments qui vont agir sur le récepteur canal postsynaptique GABA pour renforcer l'effet GABAergique. Et ça, c'est le mécanisme d'action généralement des benzodiazépines, le diazépam et le clonazépam. C'est important de connaître ce mécanisme d'action et de connaître ce canal parce que ces deux médicaments sont généralement utilisés dans les états de mal épileptique. Donc le traitement principal de l'état de mal épileptique est fait recours aux benzodiazépines, le diazépam ou le clonazépam. Ces médicaments, ils vont agir sur un récepteur canal postsynaptique GABAergique. Dans le cadre d'un état de mal épileptique, l'état de mal épileptique, c'est la répétition de crises. C'est un patient qui va faire des crises, une seule crise ou des crises, sans reprise de conscience entre les crises, et ces crises-là vont se prolonger pendant 30 minutes. On parle de 30 minutes comme définition académique, mais comme définition opérationnelle pour agir, on parle de 5 minutes. Ça veut dire une personne qui fait une crise prolongée de 5 minutes, ou des crises répétées avec absence de reprise de conscience entre les crises pendant 5 minutes, ça définit l'état de mal épileptique. Si vous retardez la prise en charge et que la personne continue à faire ces crises, on assiste à un phénomène d'internalisation de ces récepteurs GABA. Donc au niveau de ces récepteurs GABA, ils sont au niveau de la surface du neurone. Le fait que la personne fait des crises dans le cadre d'un syndrome, d'un état de mal épileptique, on assiste à un phénomène d'internalisation. Ça veut dire que les récepteurs, ils sont intégrés, ils passent au niveau intraneuronal. Donc, même si vous donnez ces médicaments qui sont efficaces et que finalement c'est les grands médicaments de l'état de mal épileptique, ils ne vont plus trouver ce récepteur ou ce canal au niveau de la surface.
C'est pour ça qu'on dit le traitement de l'état de mal épileptique est une grande urgence thérapeutique. Si vous laissez votre patient convulser, une demi-heure, une heure, même si vous mettez des neuroleptiques, des benzodiazépines, leur mode d'action, où ils ne peuvent plus agir parce que le récepteur canal il n'est plus disponible ou il n'est plus exprimé à la surface de la cellule. Donc c'est important cette notion-là pour voir pourquoi on traite rapidement. Et puis vous avez des médicaments qui vont agir sur le métabolisme GABA, soit que c'est des inhibiteurs des enzymes le GABA transaminase, ou c'est des médicaments qui vont bloquer la recapture du GABA, c'est notamment le VGABA3 et la gabapentin. Enfin, vous avez des médicaments qui vont interférer avec la transmission glutamatergique, soit des médicaments qui vont bloquer la libération du glutamate, donc il n'y aura plus d'effet excitateur sur la motrigine, ou des médicaments qui vont antagoniser, vont bloquer, vont entrer en concurrence avec le glutamate, ils vont bloquer le récepteur glutamatergique, c'est notamment le topiramate. Donc on va passer en revue tous les traitements antiépileptiques ou les principaux traitements aux molécules antiépileptiques. Vous avez les anciennes, le phénobarbital, c'est un puissant traitement antiépileptique et très ancien, très puissant. Malheureusement, il donne beaucoup d'effets secondaires. La phénétoïne également, super médicament puissant avec beaucoup d'effets secondaires. La carbamazépine et le valproate de sodium. En matière de santé publique, les médicaments les plus prescrits sont le valproate de sodium, la carbamazépine, et chez la population indigente, on priorise le phénobarbital parce qu'on est limité par le prix. Donc il est efficace, son prix vraiment c'est un prix de 10 dirhams. Malheureusement, les effets secondaires. Si vous avez un patient qui ne peut pas se permettre d'acheter un médicament, d'acheter la carbamazépine et le valproate de sodium, il vaut mieux le mettre sous phénobarbital parce que vous n'avez pas le choix. Sinon, si vous le mettez sous un traitement qui est cher, il va le prendre un mois, par la suite il va l'arrêter et bonjour les crises épileptiques. Donc le phénobarbital. Le phénobarbital, il agit sur toutes les formes d'épilepsie, toutes les crises d'épilepsie, à l'exception des absences typiques. Il peut même aggraver les absences typiques. Il donne un effet sédatif comme effet secondaire et les sédatifs. Il peut être responsable d'éruptions cutanées. Et puis, au long cours, il donne des altérations des fonctions cognitives. Donc, pour un enfant en âge de scolarité, pour un sujet âgé déjà qui peut avoir des troubles cognitifs, 60 ans, un sujet âgé de 60 ans, qui fait un AVC ischémique, suite à l'AVC, il fait une épilepsie vasculaire. Certes, c'est un traitement qui est efficace sur les crises partielles, mais il faut prendre en considération le contexte médical du patient. Donc, altération de fonctions cognitives, il vaut mieux ne pas le donner à un enfant en âge de scolarité ou un sujet déjà âgé qui peut avoir déjà des troubles cognitifs ou une personne normale, l'âge de 40 ans, qui a déjà des troubles comportement ou des troubles cognitifs. Vous allez aggraver ces troubles cognitifs. Ces interactions médicamenteuses, c'est un médicament qui est inducteur enzymatique, d'accord? Donc il va réduire l'effet des contraceptifs oraux, d'accord? Il va réduire les médicaments, les antivitamines K, donc prudence. On le donne à la dose de 2 à 3 mg/kg par jour chez l'adulte, et puis chez l'enfant, on le donne à la dose de 3 à 4 mg en 1 à 2 prises. Vous avez des comprimés de 10, de 50 et de 100 mg. Et pour l'état de mal épileptique, c'est parmi les médicaments de l'état de mal épileptique, vous avez la forme injectable. Donc on prendra l'exemple d'un sujet de 30 ans, on diagnostique chez lui une épilepsie mésio-temporale sur une sclérose temporale. Il a 50 kg, on va le donner 50 x 2, c'est 100 mg kg. On va commencer de façon progressive à 50 mg pour arriver à une dose de 100 mg. La phénétoïne n'est pas disponible au Maroc, le Diidon. Elle est efficace sur les crises partielles à généralisation secondaire. Par contre, elle est inefficace sur les absences typiques. Elle est responsable d'éruptions cutanées, troubles hématologiques, type anémie, type thrombopénie, leucopénie. Et le grand problème, c'est un syndrome cérébello-vestibulaire. Les personnes sur ce traitement-là, ils sont exposés à faire un tableau aigu d'atteinte cérébello-vestibulaire qui peut ne pas s'améliorer à l'arrêt du traitement.
D'accord? Donc ce médicament-là, il n'est pas disponible au Maroc. On le réserve généralement dans les épilepsies, aux épilepsies très pharmacorésistantes. Ça veut dire un patient chez qui on a essayé 2-3 molécules, on a essayé une bithérapie, qu'on voit qu'il fait toujours des crises, on peut utiliser la phénétoïne. Donc il est donné à la dose de 3 à 5 mg kg par jour, en 1 à 2 prises. Vous avez les comprimés de 100 mg, vous avez la forme injectable. Le Tegretol, il est efficace, la carbamazépine, il est efficace sur les crises partielles ou les crises focalisées secondairement généralisées. Par contre, il aggrave les absences typiques et les myoclonies. Ça veut dire que si on veut faire un raisonnement simple, parmi tous les traitements antiépileptiques, le valproate de sodium est le seul traitement qui finalement il est efficace sur les crises généralisées. D'accord? Le valproate de sodium il est efficace sur les crises généralisées. Il a une efficacité qui n'est pas importante sur les crises partielles. Son avantage, c'est qu'il n'aggrave aucun type de crise. Alors que pour les autres traitements, notamment la carbamazépine, la lamotrigine, phénobarbital, l'oxcarbamazépine, le viracétam, le topiramate, la prégabaline, c'est des traitements qui sont très efficaces sur les crises partielles. Leur efficacité elle est vraiment médiocre dans les crises généralisées. Et puis, ils peuvent aggraver certains types de crises généralisées, type absence, type myoclonie. Ça veut dire si je suis en consultation et que je doute quant au traitement, quant au type de crise, il vaut mieux privilégier le valproate de sodium le temps que le patient soit consulte dans une structure spécialisée. On peut faire le jet, on peut faire une mise au point plutôt précise. Donc les effets secondaires, réaction cutanée, leucopénie, sensation vertigineuse et le risque tératogène. C'est parmi les traitements antiépileptiques tératogènes qui donnent plus de risques tératogènes. Son problème également d'interaction médicamenteuse, c'est un fort inducteur enzymatique, donc même effet, il va réduire l'effet des anticoagulants, il va réduire l'effet des contraceptifs oraux. Il est donné à la dose de 10 à 15 mg kg par jour. Chez l'enfant, vous augmentez la dose à 20 à 25 mg kg par jour. C'est un traitement qui est donné en fonction de la forme retard ou forme simple en 2 à 3 prises. Vous avez le comprimé, vous avez la forme sérop, vous avez le Tegretol à forme à libération prolongée et vous avez des produits génériques, la crisépine. Le valproate de sodium, c'est un des traitements les plus anciens, les plus efficaces. Il est efficace sur les épilepsies généralisées idiopathiques. D'accord? Il est actif sur tous les types de crises, absence, généralisée, myoclonie, mais son efficacité il est médiocre dans les épilepsies partielles. Donc, ces effets secondaires sont représentés par l'alopécie, la prise de poids, un tremblement d'attitude. Il est donné à la dose de 15 à 20 mg kg par jour. Chez l'enfant, une dose plus supérieure, 20 à 30 mg kg par jour, en 2 à 3 prises, ou une prise en fonction de la forme du médicament. Vous avez la dépakine chrono, les présentations de 200 et de 500, et on a la forme sachet, la micropakine. Les benzodiazépines, le diazépam, le Valium, c'est un traitement de l'état de mal épileptique. Le clonazepam est également un médicament qui est prescrit, c'est un traitement additionnel qui est additif aux qu'on prescrit dans les épilepsies sévères. Le clonazepam ou l'Urbani, c'est un médicament qu'on peut prescrire chez une personne qui fait des crises épileptiques, un jeune de 40 ans par exemple. Il vous appelle parce qu'il a fait une crise. Il y a 3 mois, il était en rémission de crise et puis il fait une crise ou 2. D'accord? Bien évidemment, il y a un risque de récidive. On peut le couvrir pendant 1 semaine ou 2 semaines par du clonazepam. C'est la première indication. La deuxième indication, il est donné dans le traitement de l'état de mal épileptique. Les nouvelles molécules antiépileptiques ou les médicaments de nouvelle génération, ils ont une meilleure tolérance globale avec un respect des fonctions cognitives. Ils ont des interactions médicamenteuses qui sont nulles. Très peu d'interactions médicamenteuses,
ce ne sont pas des inducteurs enzymatiques, donc vous êtes rassuré à les utiliser. Et puis, lorsqu'on associe deux traitements antiépileptiques, il n'y a pas d'influence de l'un par rapport à l'autre. La grande limite, c'est le coût élevé. Donc vous avez, on parle de le vigabatran, le Sabril. Il est prescrit dans le syndrome de West et les spasmes. Son problème, c'est qu'il réduit le taux plasmatique de la phénytoïne. La dose est mise là. Pour l'examen, j'insiste pas sur les doses. Ou du moins les doses de traitement des nouvelles molécules. Si on mettra un cas clinique, ça va partir sur les doses de la carbamazépine, le valproate de sodium. Globalement, parce que c'est les médicaments les plus prescrits que vous allez prescrire en tant que médecin généraliste. Donc lamotrigine est très efficace dans les épilepsies partielles. Donc son problème, c'est qu'il augmente le métabolisme de carbamazépine si vous le mettez en association. Il est donné chez l'enfant, chez l'adulte à la dose de 3 à 7 mg kg, chez l'enfant à la dose de 5 à 15 mg. C'est des comprimés de 25, de 50 ou de 100. Nous avons également la gabapentin, le Norentin ou le Gabamox, qui sont disponibles au Maroc et sont efficaces dans les épilepsies partielles et sont donnés à la dose de 15 à 35 mg kg. Vous avez des comprimés de 100, 300 et de 600. Le trileptal, l'oxcarbamazépine, c'est une forme améliorée de la carbamazépine. Il est efficace sur les épilepsies partielles et il est moins inducteur enzymmatique que la carbamazépine. D'accord? Il est donné à la dose de 30 mg kg par jour en 2 prises. Vous avez les comprimés de 300 et de 600 mg. Vous avez le Keppra, le vétéracétam. C'est un traitement qui est efficace dans les épilepsies partielles, mais également dans les épilepsies généralisées. Il est donné à la dose maximale de 2000 à 4000. Généralement, on dépasse rarement la dose de 1500 mg kg, 1500 mg par jour. C'est des comprimés de 250 ou de 500. Vous avez le Topiramate, disponible également au Maroc. Il est efficace sur les épilepsies partielles. On le donne à la dose de 3 à 15 mg. Nous avons les comprimés de 25, de 50, de 100 et de 100 et de 200. Nous avons également le Tiagabine. C'est un traitement qui est efficace sur les épilepsies partielles. Il est donné à la dose de 0,5 à 1 mg kg par jour. Nous avons les comprimés de 5, 10 et 15. Celui-là, il n'est pas disponible au Maroc. La phosphénytoïne, il est prescrit dans l'état de mal épileptique, il n'est pas disponible au Maroc. Ce sont des ampoules de 750 mg par jour. Donc en tant que médecin généraliste, je pense que la connaissance du mode d'action, du spectre d'efficacité, de la dose et des présentations pharmaceutiques, du valproate de sodium, de la carbamazépine et de la lamotrigine et de l'oxcarbamazépine, il est importante. Parce que de l'année prochaine, il se peut, parmi vous, il y aura des internes. Vous allez faire la garde aux urgences, vous allez recevoir des patients épileptiques qui, soit ils vont faire une première crise, soit qu'ils sont déjà sur un traitement anti-épileptique qui font des crises. Le temps que le malade consulte son médecin, c'est à vous d'ajuster le traitement. Donc il faut connaître le médicament, il faut connaître sa présentation, son spectre d'action et sa dose, la dose au poids. Comme ça, vous pouvez augmenter les doses. Le patient n'est pas mis sur une dose optimale. Donc c'est très important. Le valproate de sodium, la carbamazépine, l'oxcarbamazépine et lamotrigine, 4 médicaments. Comment on instaure un traitement? Avant d'instaurer un traitement, on traite un patient épileptique avec un diagnostic certain. Et il faut avoir la confirmation du diagnostic. Si vous êtes en consultation, vous recevez le patient avec sa famille et qu'en fin de consultation, vous n'êtes pas sûr, vous doutez du diagnostic de l'épilepsie, il vaut mieux ne rien faire et d'observer le patient en hospitalier ou grâce au smartphone, demander aux familles de filmer les crises que de démarrer un traitement sur la base d'une simple présomption. Rappelez-vous l'année dernière, dans le diagnostic de l'épilepsie, on a dit le diagnostic de l'épilepsie c'est un diagnostic clinique, d'accord, qui est réconforté par la réalisation des données d'un EEG. Et on a dit que le EEG peut être tout à fait normal et que ça ne récuse pas le diagnostic de l'épilepsie.
et que sur le plan clinique, le diagnostic de l'épilepsie, il est fait devant des crises ou des phénomènes paroxystiques de début et de fin brusques, répondant à une logique anatomique, se déroulant de façon stéréotypée, avec présence de quelques stigmates, de traumatismes, de morsures de langue et de fuite d'urine. Donc c'est finalement des éléments de la sémiologie. Et que le G peut être tout à fait normal. Et si le patient rapporte des crises et que vous avez ces éléments-là, il faut diagnostiquer l'épilepsie et vous la traitez. Si vous êtes dans le doute après la clinique et que le G ne permet pas d'améliorer les choses, il vaut mieux ne pas traiter et attendre. Donc on commence, une fois on démarre le traitement, on a précisé le syndrome à la clinique, syndrome épileptique, on choisit le traitement, on commence toujours par une monothérapie. Quel que soit le type de crise, quelle que soit la gravité du tableau, c'est toujours une monothérapie. Le choix du traitement, il dépendra, la première monothérapie, il dépendra du type de l'épilepsie, le profil d'activité et la tolérance du médicament antiépileptique et le profil du patient, son contexte médico-social. On peut proposer une polythérapie lorsqu'il y a une résistance à la monothérapie. Comment on va choisir cette monothérapie? Très simple. Si vous avez une personne qui consulte pour une épilepsie, absence de l'enfant, le premier traitement à donner en première intention, c'est le valproate de sodium.